relation directe entre les personnages. Elle est du côté de la relation entre le personnage et son passé. Oui. Elle est du côté de l'inconscient au travail. L'inconscient au travail, exactement. Le récit qui s'écrit. Je cherche à la fin de la première partie. Louis doit forcer pour capter que me percute une première vision matrice d'un récit qui s'écrit. C'est écrit IE. Oui. C'est moi qui commence. Je ne sais pas, je pense qu'il vaut peut-être ou alors c'est moi qui commence sur le côté, parce qu'on est parti sur le présent. Je relis cette partie-là dont on avait parlé. Oui. Écrit en caractère romain, je vous dis que c'est un passage qui est la page 75. Je ne sors pas toutes les nuits, non pas toutes. Quelquefois je suis sage, c'est-à-dire fracassée, des jours et des nuits d'avant. Alors je reste dans l'appartement, et zone dans son espace. Y mange et fume des petits joints odorants d'herbe colombienne rapportés par Aureliano, en écoutant Wim Mertens au piano trémolo. Allongé nu sur le sol frais, je téléphone à un tas de gens, parfois très longuement, pour ne rien dire. Il est trop tard pour appeler qui que ce soit maintenant. Ne rien dire prend trop de temps, de toute façon. Alors je sors dans la rue, perfectionner au corps à corps la langue étrangère. En bas, mon voisin, M. Stratis, est en caleçon et rafraîchit son bout de trottoir. C'est un homme très propre et poli et très discret. Il dit « Bonsoir, où vas-tu donc à cette heure ?» Je ne réponds pas, dis salut et m'éloigne. Je croise, à l'angle des rues Métonis et Tricoupis, deux mémères, chevelure platine à la retraite jusqu'aux racines, qui cauposent de leur chien-chien, une vraie sagaga recommencée chaque nuit de cacanicule. Moi, mon chien, je le caresse entre les yeux à l'endroit qu'ils aiment, vous savez, toujours au même endroit, et toujours avec le même doigt. Il adore ça. Oh là là, comme il aime ça. Il reste assis sans bouger, il me regarde, il est content. Pourquoi je changerais d'endroit et de doigt, hein, etc. Moi pareil, moi mon chien, blablabla, museau, bla, très content, remue la queue, blablabla, même endroit, même doigt, bla. Je me dirige de l'autre côté. Oui, parfois je laisse tomber la zone anard, j'en ai marre. Je fuis les idéologies éthyliques, héroïnomanes et vautrées, et vais vers Kolonaki, autre point névralgique du centre de la ville, celui de la schizophrénie bourgeoise cocaïnée. Ce qui vaut aussi bien le coup d'œil, l'oreille tendue de l'animal de chasse, qui perçoit que là-bas il se passe également quelque chose, mais quoi? Vas-y voir, allez, vas-y, va chercher. Je pousse la porte en bois bleu de chez à l'Écosse, un bar au rez-de-chaussée d'une vieille maison néoclassique, comme il en reste assez peu dans la cité dévorée par le béton concrétisé, le tout confort socio-familial, ascenseur double chiotte et grande baignoire. Un établissement interlope tenu par un Hélène barbu, hurluberlu mi-rustre mi-précieux, vaguement peintre, dont les tableaux monochromes ornent les murs à la chaux, aux côtés de Marine Cycladi, où figurent parfois des visages et des corps stylisés façon Cocteau, sous gamme d'un mixte de Facianos et Tsaritis. Ce sont des peintres du XXe siècle. Donc c'est un passage qui se situe juste avant la première, donc à peu près au milieu du livre, juste avant la première de ses rencontres avec ces hommes, ces personnages à qui tu donnes la parole. Et donc voilà, j'ai choisi ce passage-là parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses. Il y a à la fois donc, le flottement éthylique du personnage principal, du narrateur, il y a la thème dont on voit, et puis il y a avec l'intervention des deux mémères à chien-chien, la percussion que tu as quelquefois avec la société. Et dans le livre, indépendamment du personnage lui-même et de son enfance brisée et déchirée, on pourrait dire, par l'inceste, il y a aussi dans le présent cette rencontre avec la société athénienne de cette époque-là. Et voilà, il y a quelques pages très, très drôles, donc là c'est un petit extrait, mais il y a d'autres pages où il y a intercède des conversations au téléphone assez drôles entre deux femmes.
Et toujours autour de ça tourne quand même une question importante, la question du rapport du sexe et de la société, et du sexe et du pouvoir. Est-ce qu'on peut dire que c'est le thème central du livre, ou pas? Oui, enfin, en tout cas, c'est ce qui revient dans les récits de vie des personnages qui prennent la parole et que le narrateur écoute. C'est ce qui ressort de sa relation, de ses propres virées aussi, de ses propres réflexions. Il est un peu toujours en train de penser, ce personnage. Il est à la fois dévoré par un désir un peu permanent de rapports sexuels et en même temps de mots, de paroles, de langue et de pensée. Et oui, effectivement, beaucoup de pensées, que ce soit les siennes ou celles des autres, tournent autour de ce rapport entre le sexe et le pouvoir, pas exclusivement le pouvoir politique, mais le pouvoir de la famille, le pouvoir religieux, le pouvoir de la société, oui, le pouvoir, l'emprise masculine sur les femmes et sur les hommes qui aiment les hommes. Donc oui, c'est assez central. C'était quelque chose que je voulais... c'est quelque chose que j'avais déjà un petit peu abordé dans une nouvelle que j'avais publiée il y a 2 ans, qui s'appelle HP 1999. C'était déjà bien présent dans ce texte-là. Et c'était quelque chose que j'avais envie de continuer à explorer, cette question du sexe et du pouvoir. Oui. Du pouvoir dit forcément violence. Donc la violence, elle n'est pas forcément la violence physique, oui. L'obligation, mais ça peut, voilà, c'est aussi une violence quelquefois imposée, enfin, de convention, simplement même inconsciente, qui transparaît, qu'on peut trouver justement quand tu dis même dans la relation entre deux personnes qui sont en couple depuis longtemps. À la fin, on rencontre, non pas dans un bar, mais chez le narrateur, un couple hétérosexuel voilà, que justement le narrateur va questionner sur leur rapport. C'est intéressant aussi d'avoir mis ça en jeu. Est-ce que c'est le fait qu'il ait été placé vers la fin, c'est un peu ça renverse un peu les rôles, non? C'est le narrateur qui, au lieu d'écouter, va lui un peu interroger et titiller dans ce sens-là le personnage. Oui. Et il est un peu énervant, hein, d'ailleurs, ce narrateur, parce qu'il est très critique vis-à-vis vis-à-vis de ce monde nocturne, de tout cet alcool, de toutes ces drogues, etc. Mais il fait exactement la même chose. Et pourquoi je dis ça? Il est énervant. Mais en même temps, il a beaucoup d'autodérision, il est très critique sur. Il est conscient de ce qu'il fait. Même s'il y a. Oui, ses motivations sont à la fois très claires et très obscures. Mais en tout cas, il est lucide sur sa condition. Mais la question, c'était quoi? Oui, c'est sur les jeux de pouvoir, donc, et qu'il n'échappe pas non plus à ces jeux de pouvoir, mais il a peut-être plus de lucidité que d'autres personnes. Oui. Il n'échappe pas aux jeux de pouvoir et il n'échappe pas au pouvoir de la parole des autres, en tout cas. C'est-à-dire que dès que les autres se mettent en récit et en parole, il les interrompt pas, il les questionne pratiquement pas, il les écoute. Il les écoute et il reçoit. Et quelque part, ça c'est aussi une emprise. Il est très facilement pénétrable, un peu dans tous les sens du terme, quoi. Mais il est aussi très pénétrable par la parole des autres et par la vie des autres. Et ça c'est un pouvoir aussi.
Et justement, par rapport à ce que tu disais, il y a, donc, pareil, l'une des clés, je dirais, du roman, c'est celle dont on va vous dire peut-être tout à l'heure un petit passage, mais il y a un paragraphe qui se passe dans l'adolescence du personnage, qui est peut-être la première fois où il se rend compte de ce pouvoir. Cette nuit-là le heurte une idée. Il a tout ce qu'il faut pour survivre, mais rien encore de ce qui exige sa vie propre. Il va donc fuir à sa rencontre aléatoire, non par haine de ceux qui l'entourent, il les aime et devine que l'amour de cette famille est le premier d'entre tous les pouvoirs. Oui. Page 100. Oui. Elle est belle cette phrase, oui. 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 Mais je sais pas bien, je sais pas très précisément tout ce que ça veut dire, d'ailleurs. Est-ce que c'est l'amour de lui pour la famille ou de la famille pour lui? Eh ben justement, alors moi, parce que sur le coup, moi j'avais compris que c'était, la première fois que je l'ai lu, pour moi c'était le fait que c'était le pouvoir de la famille sur lui, parce que lui les aimait aussi. Et voilà, effectivement la phrase d'après c'est car cette famille a un pouvoir que d'autres n'ont pas. Mais après je me suis posé la question, parce qu'il les aime et devine que l'amour de cette famille est le premier d'entre tous les pouvoirs, et je pense qu'il y a ça va dans les deux sens, mais par rapport au récit, ce serait plutôt le pouvoir de la famille quand même. Bah, oui, puis là en l'occurrence pour lui c'est le pouvoir de l'inceste de son frère sur lui enfant. Donc c'est l'emprise, mais l'ensemble de cette famille qui est vraiment tribale est déjà une micro-société en elle-même avec toutes ces combinaisons intrafamiliales qui sont... Et oui, elle rejette et elle porte. Elle est quand même là pour lui, mais elle l'assujettit, elle le minorise. Et finalement, souvent dans la société, on se retrouve aussi assez facilement, j'ai l'impression, soi-même minoré et assujetti à tout un tas de relations sociales et professionnelles et dans des schémas qui souvent sont des schémas qu'on accepte parce que ils se sont ancrés dans nos jeunes années, dans notre enfance, dans les relations, dans les premières relations humaines qu'on a pu avoir alors qu'on était encore un enfant, je crois, même si c'est pas mais quand même. Moi, j'ai le sentiment que cette famille, elle lui assigne un rôle, en fait, définitivement à partir du moment où il y a l'inceste. Et en fait, il est soumis à ce rôle-là, définitivement, mais en même temps, ça le protège quelque part. Ça lui donne une place. Oui. Il aura ce rôle-là maintenant. Voilà. Et oui, alors ça lui fait prendre une place qui n'est pas la sienne, hein, qui est la place de sa sœur morte. On n'en a pas encore parlé, mais voilà, qui est un peu ce personnage de cette sœur disparue, cette sœur aînée disparue, dont on comprend qu'elle a subi plus ou moins la même chose que lui, et que justement la réitération du viol et de l'inceste impose et assigne l'enfant, le petit garçon, à cette place de feu la sœur. Et qui était une place d'objet désiré aussi par le grand frère. Donc en fait l'amour il accepte le viol et l'inceste du grand frère parce que effectivement ce rapport-là lui donne une place qui est une place vacante, qui est une place vide laissée par la sœur. D'où la confusion dans l'identité de genre évidemment du petit garçon, mais aussi parce que ça le protège. Il se retrouve en étant mis à la place
en prenant la place d'une fille, il peut se retrouver protégé comme pourrait l'être une fille, alors qu'il est un petit garçon qui normalement serait livré à toute la violence de sa fratrie, qui est nombreuse. Minoré, ça veut dire dévalorisé? Oui, ou tenu à une place plus petite, plus étroite que celle qu'il pourrait prendre. Ça existe, minoré? Minoré ou minoré? Minoré. Non, minoré, c'est bien. Vous savez, moi, quand j'écris, j'ai un dictionnaire. Mais la question qui avait été posée tout à l'heure sur le pouvoir de la famille, dès le début, en fait, même si la question n'est pas tellement creusée, elle est en filigrane à plusieurs moments sur le statut de victime et de bourreau, d'innocent et d'assassin que tout le monde aurait, d'après le... C'est pas exactement ce que tu dis, mais nous sommes tous, si tu le dis, nous sommes tous des criminels, moi non plus je ne suis pas innocent, bien qu'on ne m'accorde aucun cadavre précis. À toi pas davantage, ce n'est pas une raison pour présumer trop vite de ton innocence ou de la mienne. Oui. Oui, c'est qu'il n'y a pas des... c'est pas noir ou blanc, il n'y a pas des bourreaux, des victimes, il y a beaucoup de zones grises partout, en chaque individu et dans les relations entre les individus, et que oui, on est dans une chaîne de relations où on peut être simultanément sadique et masochiste, où on est simultanément bourreau, assassin et victime, etc. Oui. Mais le petit garçon, il est quand même plutôt victime. Hein. Oui, oui, au départ il est victime, mais il ne reste pas sur une position de victime, puisqu'il quitte cette famille, il s'enfuit. Hein. Il s'enfuit à l'étranger, à la rencontre d'une autre société, finalement pour laquelle il est relativement bien préparé, puisque c'est une société qui est aussi violente. Il tombe pas des nues. Il est quelque part, il est un peu préparé. Et il reproduit pas. Il ne complaît pas dans la victimisation, mais et il ne devient pas non plus un bourreau, mais il y a un petit épisode où on voit on sent qu'il n'y a pas grand chose pour basculer du côté du sadisme, du côté de la domination, du côté de la violence. Oui. Il n'est pas loin. Et c'est un peu ça que je voulais dire. Peut-être je peux lire un extrait. Est-ce que tu veux lire l'extrait pour comprendre un peu le contexte de cette famille qui elle, est en France. Des relations directes entre les personnages. Il est du côté de la relation entre le personnage et son passé. Oui. Elle est du côté de l'inconscient au travail. L'inconscient au travail, exactement. Le récit qui s'écrit. Je cherche à la fin de la première partie. Louis doit forcer pour capter que me percute une première vision pour ne rien dire. Il est trop tard pour appeler qui que ce soit maintenant. Ne rien dire prend trop de temps, de toute façon. Alors je sors dans la rue, perfectionner au corps à corps la langue étrangère. En bas, mon voisin, M. Stratis, est en caleçon et rafraîchit son bout de trottoir. C'est un homme très propre et poli de très discret. Il dit « Bonsoir, où vas-tu donc à cette heure ?» Je ne réponds pas, matrice d'un récit qui s'écrit IE. Oui. C'est moi qui commence. Je ne sais pas, je pense qu'il faut peut-être ou alors c'est moi qui commence sur le côté, parce qu'on est parti sur le présent. Tu veux que je lise cette partie-là dont on avait parlé? Oui.
Écrit en caractère romain, je vais vous dire acheter la page 75. Dis salut et m'éloigne. Je croise, à l'angle des rues Métonis et Tricoupis, deux mémères, chevelure platine à la retraite jusqu'aux racines, qui cocosent de leur chien-chien. Une vraie sagaga recommençait chaque nuit de cacanicule. Moi, mon chien, je le caresse entre les yeux à l'endroit qu'ils aiment, vous savez, toujours au même endroit, et toujours avec le même doigt. Il adore ça. Oh là là, comme il aime ça. Il reste assis sans bouger, il me regarde, il est content. Pourquoi? Je ne sors pas toutes les nuits. Non, pas toutes. Quelquefois, je suis sage, c'est-à-dire fracassée, des jours et des nuits d'avant. Alors, je reste dans l'appartement et zone dans son espace. Il mange et fume des petits joints odorants d'herbes colombiennes rapportés par Aureliano en écoutant Wim Mertens au piano trémolo. Allongé nu sur le sol frais, je téléphone à un tas de gens, parfois très longuement.